Du coup, moi, je m'appelle Priska, je suis militante à Révolution Permanente et au collectif d'action judiciaire. Aujourd'hui, on a organisé une réunion avec plusieurs collectifs et organisations pour discuter de la loi immigration, de sa dimension raciste, coloniale, de l'offensive historique qu'elle incarne à l'égard des populations immigrées et des perspectives stratégiques pour faire face à ces attaques du gouvernement. C'est une réunion aujourd'hui qui est co-organisée par le collectif des sans-papiers 75, le collectif des sans-papiers de Montreuil, les Gilets Noirs, Révolution Permanente et le collectif d'action judiciaire. Donc dans un premier temps, la discussion, on va la faire avec les intervenants qui sont ici et ensuite on ouvrira pour discuter avec la salle. On a Abdoulaye, militant aux Gilets Noirs, travailleur du bâtiment, qui est juste ici. Abdoulaye du collectif des sans-papiers 75, qui est travailleur dans la restauration à Roissy et aussi... et aussi militant à la Marche des Solidarités. Anas, cheminot au Bourget, militant à Révolution Permanente et syndiqué à Sudrail. Et Enda, institutrice dans le 93, militante à Révolution Permanente et au collectif du Pain et des Roses. Du coup, juste pour refaire un petit peu le contexte de cette loi, elle arrive, c'est une loi qui est dans la continuité de toutes les lois immigration qu'on connaît depuis plusieurs années. C'est des lois qui ont permis depuis maintenant des années d'imposer des conditions d'exploitation toujours plus dures aux populations immigrées et aux sans-papiers en France. Donc ça fait vraiment des années que les personnes sans papier, elles sont traquées et exploitées sur le territoire. Il faut voir que la loi immigration, là, c'est la deuxième sous le gouvernement Macron, déjà. Cette loi-là, elle a été portée par Darmanin, qui assume depuis qu'il est là, finalement, depuis 2020, un discours ultra raciste, islamophobe, anti-immigration, ultra décomplexé. Et là, c'est fin 2022 que le gouvernement, justement, par la voix de Darmanin, a porté le projet d'une loi immigration ultra violente à l'encontre des populations immigrées. C'est un projet de loi qui devait être voté normalement début 2023 et puis finalement, en raison des grosses mobilisations qu'il y a eu contre la réforme des retraites, le gouvernement a été contraint de reculer sur ce point-là. Et c'est finalement en décembre dernier que la loi a été adoptée en alliance avec la droite et l'extrême droite. Cette loi, elle a un contenu qui est extrêmement violent. Déjà, en ce qu'elle vient en fait consacrer et entériner toute une série de répressions et discriminations qui sont déjà à l'œuvre depuis plusieurs années à l'encontre des populations immigrées et à l'encontre des sans-papiers. Et faut voir quand même que dès 2022, le gouvernement il avait ce projet très clair d'opprimer encore plus les populations immigrées, de les criminaliser, de les plonger dans une précarité toujours plus grandissante. Darmanin, il avait dit très clairement qu'il voulait rendre la vie impossible aux personnes sous OQTF, mais plus largement surtout à tous les étrangers, que finalement aucun étranger en France ne se sente tranquille, qu'il soit régulier ou irrégulier, puisque la volonté de Darmanin, c'était de faire tomber les quelques protections qui restaient encore sur certains étrangers, par exemple les conjoints de Français, les parents d'enfants français, les personnes qui sont installées en France depuis maintenant plusieurs années. Et donc c'est finalement cette loi-là qui est passée, plus un virage vers l'extrême droite, puisque c'est une loi qui aujourd'hui a intégré des éléments du Rassemblement national, des éléments de programme historiques du Rassemblement national, comme la déchéance de nationalité, le rétablissement du séjour irrégulier et la préférence nationale par rapport aux aides sociales. Il faut voir que cette loi, elle a été durcie et adoptée aussi dans un contexte particulier, qui est celui du génocide à Gaza, qui a permis notamment des discours racistes et coloniaux ultra décomplexés. Et aussi, on a vu que finalement, il y avait que finalement les directions syndicales ne se sont pas du tout mobilisées, qu'il n'y a pas eu de mobilisation à la hauteur de l'attaque que représente la loi immigration aujourd'hui. Peut-être Abdoulaye, Gilets Noirs, pardon. Aujourd'hui, on parle du coup d'une loi historique
contre les populations immigrées, mais déjà dès le projet de départ, sans le virage vers l'extrême droite, les collectifs des sans-papiers, les Gilets noirs, ils avaient dénoncé justement une attaque historique. Souvent, on peut penser que les lois immigration, elles concernent que les personnes sans papier, mais aujourd'hui, cette loi, elle vise qui ? D'abord, je dis bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois d'être nombreux et nombreuses aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment content d'avoir ces salles remplies, surtout de la jeunesse, qui se sont mobilisés plus encore pour montrer leur force et leur détermination. Je tiens à vous dire merci à tous et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir à la salle ici. Merci. D'abord, ces lois-là, ce n'est pas une loi vraiment qu'on peut dire que le gouvernement nous a proposé, que c'est une loi qui peut donner une porte de sortie à chacun d'entre nous. Et je dirais plutôt que c'est une loi qui vise tout le monde, y compris les Français. D'abord, dans un premier temps, ça vise également les personnes en situation irrégulière, dans un premier temps. Et le deuxième passage, c'est des personnes qui sont déjà réglées, ils sont en situation régulière. Et derrière ces passages, ça touche l'ensemble des peuples français. Et le premier passage qui touche les sans-papiers, c'est parce que c'est des personnes qui sont déjà dans une précarité, que le gouvernement profite aujourd'hui de proposer une nouvelle loi qui donne l'avantage encore de profiter de leur situation administrative, de continuer à les exploiter d'une manière ou l'autre. Et du moment où c'est compris ces passages-là, et le discours que le gouvernement nous propose aujourd'hui, ça veut dire que tous les immigrés sont des délinquants. Il faut trouver des solutions pour ces délinquants pour pouvoir protéger les Français. Alors qu'en vrai, derrière, quelles sont les propositions qu'ils font en disant que c'est pour protéger les Français? Si c'est pour protéger les Français, c'est pour les protéger de quoi? Et ça, ce n'est pas encore mentionné, personne ne le sait pourquoi. Et d'abord, il faut poser des vraies questions. Pourquoi ces gens-là sont là aujourd'hui? Je pense que les vraies questions, c'est là. Et à travers le gouvernement qui profite avec les systèmes qu'ils ont mis en place déjà de leur pays d'origine, qui a fait ces personnes-là qui sont démunies dans les précarités. Parce qu'ils ont installé un autre système dès le bas âge et qui profitent des entreprises qui sont sur place, qui prennent tous les avantages de ces personnes-là, ou d'autres personnes qui fuient pour la situation politique, qui se retrouvent sur le sol français. Et une fois qu'ils sont là, il y a d'autres systèmes qui est placé, parce qu'il faut savoir que l'exploitation des travailleurs aujourd'hui en situation irrégulière, c'est un chaîne vraiment long. Parfois, les travailleurs même ne savent même pas ils travaillent pour qui. Ils travaillent pour quelle entreprise. On a vu les cas plusieurs fois. Et c'est un système qui est installé depuis le gouvernement, qui vient au niveau de donneurs d'ordre, qui descend dans les entreprises. Et les boîtes d'intérim, on n'en parle pas parce qu'ils sont déjà dématérialisés partout. Donc, au final, ce sont des personnes qui vivent dans une situation où ils n'ont aucun choix que d'accepter les propositions qui vont être là pour pouvoir éviter certaines situations qu'on appelle délinquance, qui permet, et parfois ils acceptent certains métiers, de travailler dans les conditions indignes et les salaires que vraiment personne n'accepte si ce n'est pas la situation. Et après, au début de ce projet de loi, ils ont parlé beaucoup, surtout les ministres, il a parlé beaucoup des asiles, immigration. Ça veut dire que faciliter l'accueil et l'intégration. Mais à la fin, on se retrouve avec une loi qui durcit vraiment ces personnes déjà qui n'ont pas en mesure de répondre à leurs besoins. Non seulement il fait un faux discours derrière pour faire comprendre à l'opinion publique que votre problème aujourd'hui, c'est l'immigration.
c'est quelque sorte d'attaquer aussi les Français, mais il faut commencer toujours par quelque chose. Il faut commencer par les démunis, par les bas, pour pouvoir atteindre leur objectif. Leur objectif aujourd'hui, ce n'est pas que des sans-papiers, ni que des immigrés. Et ces lois-là aussi enlèvent les protections qui sont là déjà. Et l'ensemble des Français, ça crée une sous-forme de division entre les Français. Parce qu'il y a des Français aujourd'hui, avec ces lois-là, ils ne se sentent plus Français. Parce que ces lois les disent, s'ils ont commis un délit, par exemple, les enfants, et c'est les parents qui vont subir ces problèmes. Alors que les problèmes éducatifs, personne n'accepte que ces enfants soient délinquants. Et du moment où il y a des problèmes, au lieu de régler ces problèmes-là, on transforme les discours politiques en disant que les immigrés est égal à délinquants, c'est des voyous, ils sont là uniquement des préférences qu'on est trop gentil avec eux. Et derrière tout ça, il y a l'exploitation du travail. L'exploitation du travail, ces personnes, et tellement il a été dénoncé plusieurs fois, ils ont trouvé un autre mode parce qu'ils étaient exploités. Personne ne sait. Si tu n'es pas le croisé dans la rue, tu ne peux pas savoir qu'ils sont dans telle situation. Du moment eux-mêmes, ils ont pris ce courage de dénoncer, de sortir de ces peurs-là pour dire assez non. Et aujourd'hui, on est prêt à mourir et d'avoir notre dignité. C'est à partir du moment où les discours commencent à sortir partout, ils nous ont proposé encore, et à l'ensemble, dans ces projets, de métiers en tension. Mais en vrai dire, le métier en tension, c'est un slogan politique. Parce que les métiers en tension, ça n'existe pas. Ces métiers-là, ils sont toujours comme ça. Et nous, en tant que collectif des sans-papiers, on donnait ensemble que ce n'est pas les métiers qui sont en tension, c'est les pays qui sont en tension. Un pays qui est en tension, on ne parle pas de métiers. C'est là les réalités qui se passent. Et ils profitent des situations de proposer un titre de séjour de 3 ans qui n'est pas un plein droit. Proposer un titre de séjour, oui, on est d'accord, mais différencier à l'autre classe ouvrière. Ça veut dire qu'on s'attaque à l'ensemble des travailleurs, peu importe ton statut, pour tirer toutes les classes ouvrières vers le bas. Donc ça veut dire que c'est une loi à ne pas apprendre. On doit combattre tous ensemble pour retirer ces lois sales qui criminalisent tout l'ensemble des peuples. Merci. Merci Abdoulaye. Oui, justement, comme tu l'as dit, c'est une loi qui va s'attaquer à la jeunesse, aux enfants, aux familles. Plus généralement, on l'a vu, ils veulent durcir le regroupement familial, ils veulent faire tomber les protections pour les enfants des immigrés, mettre des cautions pour les étudiants étrangers. Et finalement, cette attaque sur les familles, elle fait écho aussi aux attaques qu'ont connues les familles des quartiers populaires après les révoltes de juillet, après le meurtre de Naël par la police. Et Enda, justement, c'est la question que je voulais te poser, c'est que est-ce que finalement la loi immigration, elle s'inscrit dans la même logique que la répression des quartiers populaires ? Bonsoir. Alors oui, avant de parler effectivement de la répression des quartiers populaires, je voulais quand même rappeler que là, on est dans un contexte d'inflation très forte et d'attaques sociales qui viennent de tous les côtés et ses conséquences donc sur l'alimentation, l'énergie, les loyers, le carburant, la santé. Et en fait, du coup, les familles précaires et immigrées, elles subissent déjà ces attaques et elles vont subir d'autant plus la loi immigration, comme on l'avait vu au moment des retraites, en fait, où du coup, les attaques du gouvernement affectaient d'autant plus les étrangers. Et là, on a forcément, si avec la mise en œuvre de cette réforme, ça va conduire à appauvrir énormément de dizaines de milliers de familles et d'enfants, français ou non, puisque par exemple, en conditionnant les prestations sociales la situation des parents, forcément, enfin les critères d'exclusion sont encore plus importants qu'avant. Donc cet appauvrissement des familles et des enfants, ça entraîne des difficultés, enfin voilà, pour tout le monde.
pour vivre, pour apprendre, enfin pour participer à la vie sociale et dans de bonnes conditions. On a vu déjà au mois de décembre des écoles qui ont été occupées parce que des familles et des enfants avaient été expulsés et c'est aussi durement réprimé. Enfin, il y a une directrice d'école qui a été convoquée ce matin au rectorat pour ça justement. Et cette violence de la loi immigration, certes, ça représente un saut dans l'offensive contre les immigrés, mais c'est quand même dans la continuité des attaques contre les personnes racisées en général. Je voulais juste aborder un petit peu quand même les exceptions coloniales des territoires dits d'outre-mer dans la loi immigration, parce que la Guyane et Mayotte, c'est les deux départements qui sont le plus mentionnés dans ce projet de loi, alors que ce sont déjà les deux départements les plus pauvres, avec 53% des Guyanais qui vivent sous le seuil de pauvreté et 70% des Mahorais, contre 8% dans la population de l'Hexagone. Enfin, ça, c'est les chiffres de 2021. Et en fait, du coup, là, les conditions, la remise en cause du droit du sol et les conditions d'obtention de nationalité sont encore durcies, d'autant plus dans ces territoires. Et ça fait écho aussi, évidemment, aux révoltes des quartiers populaires, puisque la loi, ça fait quand même plus d'1 an qu'elle est dans les tuyaux, donc elle n'a pas débarqué comme ça après les révoltes. Mais cette répression, c'est quand même la même logique, de criminalisation donc des immigrés, que ce soit étrangers ou non aussi, les personnes racisées qui vivent dans les quartiers populaires, la répression et la précarisation, parce qu'on a parlé de couper les aides des familles des révoltés, par exemple. Et on a eu aussi quand même... la rentrée qui a été faite sous le signe de l'interdiction de l'abaya, donc une mesure sexiste et raciste. On a eu des expulsions d'élèves qui ont remis en cause l'hommage à l'enseignant qui a été assassiné, Dominique Bernard, ou l'hommage institutionnel à Samuel Paty, mais aussi des politiques punitives contre les parents dits défaillants. Donc on assiste à ce discours qu'on entend de retour à l'ordre, avec l'uniforme à l'école, le réarmement civique, le service national universel, tout ça en fait pour mater la jeunesse des quartiers populaires et plus largement les personnes racisées en général. Et avec ce discours, en fait, c'est vraiment une rhétorique raciste, parce que en fait, ça pointe une soi-disant incapacité de la jeunesse et des habitants des quartiers populaires à s'adapter aux valeurs de la République. Donc il faudrait reciviliser ces personnes, il faudrait évidemment les réprimer. Donc voilà, il s'agit là j'avais oublié, on avait aussi quand même la proposition d'échéance de nationalité qui avait été déjà demandée par un certain nombre de sédateurs de droite et d'extrême droite au moment des révoltes, et qui là du coup est à l'œuvre avec cette loi. Du coup, plus sur le contexte global dans lequel passe cette loi. Donc justement, je le disais en intro, il y a le contexte du génocide à Gaza, donc avec le soutien de l'État français, mais plus globalement une crise de l'impérialisme français qui s'est vue notamment sur le recul de l'influence française au Niger, d'une crise climatique, écologique qui s'accélère, et tous ces éléments, c'est des éléments qui vont accentuer les migrations, et on voit notamment que l'Europe se prépare à ça en bâtissant une forteresse autour d'elle, autour de ses frontières. Le pacte européen, il a justement été voté pour ça. On voit là que la France, elle a déjà délégué la gestion de ses frontières, notamment à la Tunisie et à la Libye. Donc finalement, c'est un contexte dans lequel les pays impérialistes créent l'immigration et derrière font passer des lois ultra racistes. Peut-être Anas, toi, comment tu perçois ça ? Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, moi, je voulais saluer les camarades des collectifs sans-papiers qui sont présents et qui ont un courage révolutionnaire pour s'exprimer publiquement et se battre contre peut-être un des impérialismes les plus puissants au monde, qui a participé à la traite négrière, qui a participé à la colonisation, au massacre des communards, etc., etc. L'État français, les institutions françaises, coercitives, militaires, policières, judiciaires, elles inspirent les puissances occidentales, les puissances orientales du monde entier. Et d'être là, d'être présent, d'être debout, alors que vous avez 1000 raisons dans la période peut-être de se cacher, de pas lutter, nous donne déjà une leçon de détermination, de courage
Et voilà, moi je voulais saluer ça parce que pour moi, il faut que leur présence, ça soit pas juste l'histoire de personnes noires et arabes qui vivent l'oppression, mais que ça soit aussi un message vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des travailleuses, travailleurs qui sont dans cette salle, qui ont une carte de nationalité française et qui parfois nous avons une forme de comment dire, de scepticisme, où parfois on joue à cache-cache avec nous-mêmes pour dire d'une certaine manière, c'est-à-dire on ne sait pas, est-ce qu'il faut militer, est-ce qu'il faut se battre contre l'oppression, est-ce qu'il faut se battre contre l'exploitation. Je pense en tout cas que les camarades qui sont présents à cette tribune et ceux qui sont dans cette salle nous envoient un message révolutionnaire, un message de détermination et de combat, et j'aimerais qu'on les salue. Sur la question que pose Prisca sur le lien de la question de l'impérialisme français, je veux dire, cette loi immigration, elle vient pas de nulle part. Elle a des fondations très profondes et historiques. C'est pas les deux Abdoulaye qui ont lié leur destin à Emmanuel Macron ou à Gabriel Attal ou je ne sais quoi. C'est Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui ont lié leur destin à Abdoulaye. C'est eux qui sont venus coloniser nos pays, c'est eux qui sont venus faire la guerre dans les pays de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. C'est eux qui, lorsqu'ils étaient dans des guerres impérialistes avec l'Allemagne, avec d'autres puissances, sont venus aussi chercher nos anciens pour pouvoir libérer la patrie, comme ils disent, de la barbarie du nazisme, et notamment même avant même la Seconde Guerre mondiale sont venus aussi. Il y avait des tirailleurs, hein. Il ne faut pas oublier que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de tirailleurs africains, sénégalais, maliens et autres qui étaient là dans les tranchées à Verdun et autres pour combattre justement, malheureusement pour cet impérialisme français qui les avait déjà dominés et qui les exploitait dans leur pays. Donc historiquement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues gratter la sécurité sociale ou la CAF ou venir se faire soigner à l'hôpital La Salpêtrière pour une gastro ou une rage de dents ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, si on ne dit pas l'histoire, on s'arrête uniquement sur les faits que veut utiliser l'extrême droite, c'est-à-dire utiliser la crise économique, utiliser la crise climatique, utiliser les crises politiques qu'on vit ici en France pour essayer de trouver cet ennemi intérieur là. Et aujourd'hui, s'il y a un durcissement, notamment répressif, autoritaire, raciste, vis-à-vis des travailleurs sans papier, des immigrés de manière générale, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, ça concerne pas déjà que les sans-papiers, les amis. Ça concerne même des gens qui ont des cartes de résident depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire que si demain vous troublez l'ordre public, si après 20 ans, 30 ans, vous avez décidé du jour au lendemain de commencer à aller dans des manifestations interdites et que vous troublez l'ordre public, eh ben on peut venir vous chercher et dire que vous troublez l'ordre public. Ça, c'est ce qui permet aujourd'hui dans cette loi. Lorsque avant, même quand vous étiez dans des conditions tranquilles et que vous attendiez simplement un papier administratif, qu'il fallait attendre des recours et autres, aujourd'hui, avec la nouvelle loi immigration, Darmanin il peut vous expulser avant même que le premier recours y soit fait. Alors qu'avant, c'était impossible. Tant qu'il y avait des recours, il ne pouvait pas vous expulser. Aujourd'hui, même si vous êtes en train d'attendre des documents pour justifier de la continuité de votre carte de séjour ici en France, on peut utiliser ce laps de temps-là pour vous expulser. C'est une attaque sociale aussi, ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que c'est des camarades qui cotisent aussi. On cotise tous, quand on est un travailleur, qu'on soit sans papier ou pas, on cotise à ce pays-là. D'accord ? Que ça soit les cotisations chômage, santé, les retraites, que ça soit à travers la TVA, que tout le monde paye. On n'a pas besoin d'être qu'un travailleur dans ce pays pour contribuer aux questions sociales dans ce pays. Si vous achetez une baguette, vous participez aussi d'une certaine manière à l'impôt qui est collecté par l'État. Et ils contribuent à ça. Ils contribuent à ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de leur argent qui sert l'État français et qui nous sert aussi à nous, pour les collèges, pour les lycées, pour les hôpitaux et autres. Mais demain, on veut les renvoyer du jour au lendemain comme ça. Et on veut se venger aussi d'eux, parce qu'on voit que l'impérialisme français est en difficulté. On voit que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, fait que la France veut essayer aussi d'envoyer un message aux pays africains. C'est-à-dire que si vous luttez contre notre armée, si vous luttez contre nos patrons dans le continent africain, dans vos pays, vous allez voir ce qu'on va faire à vos frères et vos cousins ici. C'est un message, les amis.
Vous avez vu ce qui s'est passé au moment des premières révoltes et des retraits de l'armée française. Ils ont annoncé que toutes les personnalités de la culture, chanteurs, poètes, comédiens et autres qui venaient du Burkina, du Niger et du Mali ne pouvaient plus jouer dans les salles françaises. C'est quand même assez incroyable. Qu'on en arrive à interdire la culture, on interdit des chanteurs, des personnalités publiques de venir chanter ou se produire ici en France. Mais ça envoie un message, tout ce durcissement-là. Et enfin, le lien qu'il faut voir aussi sur la question que posait Prisca sur l'avenir, il faut savoir, hein, c'est pas Révolution Permanente, ni le CSP, ni les Gilets Noirs qui disent ça, c'est l'ONU. L'ONU a expliqué que dans les 20 prochaines années, c'est 250 millions de réfugiés climatiques qui vont venir du sud vers le nord. Donc c'est inévitable. Quand tu as pillé les richesses des gens, quand tu as participé à des forages qui ont tué la nappe phréatique dans ces pays, quand tu as rasé des villages pour des pipelines comme le fait Total, quand tu as rasé des villages et participé à armer des dictateurs dans différents pays du monde, quand tu as participé à déstabiliser les pays, bah oui, les gens, ils essayent d'essayer de trouver là où ils peuvent se réfugier. Ils essayent de trouver là où ils peuvent essayer de continuer à vivre, continuer à aider les proches et leurs familles. Et en plus de ça, si c'était pas déjà les guerres et si c'était pas déjà les pillages, aujourd'hui, vous le voyez, notamment la jeunesse, elle est très préoccupée par la question climatique. La question climatique est une nouvelle coordonnée qui va amener aussi des gens qui vont devoir quitter leur pays à cause de la sécheresse qui est causée majoritairement par les pays occidentaux et les pays du Nord. Et il faut qu'on en ait conscience. Sauf que la solution aujourd'hui par la bourgeoisie, c'est de se barricader. C'est durcir les conditions d'accueil, c'est durcir toutes les conditions qui permettent de faire venir les gens. Et ils le disent eux-mêmes, c'est pas le Canadien ou l'Américain qui le dérange, c'est pas le Suédois ou le Finlandais qui les dérange. Ceux qui les dérangent, ce sont les Noirs et les Arabes. Ce sont les Noirs et les Arabes. Et il faut qu'on voit cette loi immigration, non pas uniquement à travers des articles et des textes qui seraient répressifs ou moins répressifs, ou est-ce que là, ça permet les métiers en tension, etc. Mais il faut voir profondément pourquoi c'est une continuité du racisme d'État, de la répression d'État et une continuité de l'impérialisme français qui s'exprime aussi ici en France contre les petits-enfants de ceux qui étaient tirailleurs, contre les petits-enfants de ceux qui ont été décapités dans leur village pour faire des exemples, de ceux qui ont été esclavagisés. C'est un continuum. C'est-à-dire que tant qu'ici, dans ce pays, tu as la peau noire ou tu as la peau mate, tu es un problème pour la bourgeoisie, tu as un problème pour la France et pour le système capitaliste. Et plus on t'exploite, plus ça leur permet, comme l'a dit Abdoulaye tout à l'heure, d'exploiter aussi les travailleurs français. Je voulais peut-être revenir aussi un peu sur les éléments du gouvernement, de la droite et de l'extrême droite, qui leur ont permis aussi de faire passer cette loi. Parce qu'on les a vus et entendus pendant des mois stigmatiser et criminaliser les étrangers justement pour faire comme si cette loi était finalement nécessaire à la sécurité ou autre. Leur discours, il s'est vraiment articulé autour notamment de deux points, mais celui selon lequel l'étranger est nécessairement un criminel et un délinquant. Et l'autre point, c'est l'étranger qui vient en France pour profiter du système social, des aides sociales. Je voulais peut-être te poser la question, Abdoulaye. Là, il y a justement le gouvernement, la droite et l'extrême droite qui ont fait la promotion de la préférence nationale, là, avec cette loi immigration. Donc, c'est le fait d'accorder des aides aux Français et pas aux étrangers. La base de ça, déjà, c'est une mesure programmatique du Rassemblement national, mais aussi c'était beaucoup sur fond d'un discours de les étrangers viennent en France pour profiter des aides sociales. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça ? D'abord, pour les questions, soi-disant, les immigrants ou les étrangers viennent ici pour profiter des aides. Moi, c'est une question vraiment, elle est un peu bizarre, mais quand même, c'est une question à poser. Parce que ça parle beaucoup dans le média, ça parle beaucoup, surtout l'extrême droite et la droite. Moi, j'ai envie de reposer la même question. Est-ce que dans la vie, une personne peut rester vraiment pour dire que je vais tendre ma main à quelqu'un pour me donner, pour pouvoir me nourrir ? Je pense que les camarades...
Je pense que les camarades guerriers, ils n'acceptent pas ça. Parce qu'il faut savoir qu'être immigré d'abord, il faut être un guerrier. Donc, pour profiter des aides, déjà, il faut savoir l'aide qu'on parle. C'est un peu, comment dire, les personnes en situation irrégulière, déjà, ils n'ont pas d'aide. Il n'y a pas d'aide pour eux. Et l'aide qu'on parle beaucoup aussi, l'aide qui concerne les personnes qui sont en situation irrégulière déjà. Ben, cette aide-là aussi, c'est un peu vraiment banalisé d'une manière ou l'autre. Mais il faut savoir que ces personnes-là, quand tu viens ici, au début, qui connaissent personne, et tout le monde connaît l'administration française, comment ça prend du temps. Et parfois, en situation irrégulière déjà, la seule chose qu'il peut avoir, c'est l'AME, l'aide médicale de l'État, ou la CMI, qui permet de se soigner. Il n'y a rien derrière comme aide qui peut bénéficier. Parce que déjà, il est en situation irrégulière. Une personne en situation irrégulière, comment il peut obtenir une aide? Je ne pense pas. Peut-être c'est fait dans leur tête, mais ce n'est pas vrai. Et ce que je veux dire par là, les personnes qui viennent ici, la majorité, il reste 5 ans, voire 10 ans pour avoir un titre de séjour. Et pendant ces 10 ans et ces 5 ans, avant d'être régularisé, ils travaillent. Une fois que tu travailles, l'aide médicale que tu as pris, tu ne peux plus le renouveler. Parce que tu as travaillé soit sous alias ou avec une postcard, que le système même t'impose à le faire. Parce que ça revient à la même sur la régularisation. Il faut prouver que tu as travaillé. Pour prouver que tu as travaillé, il faut aller vers l'illégalité. C'est l'État même qui pousse ces personnes-là à aller dans ce sens. Du moment où ils commencent à travailler, on dit stop, tu n'as plus droit à l'AME pour te soigner. Parce que tu as travaillé. Et derrière, tu n'as pas accès à les cotisations pendant que tu travailles. Et aussi, l'AME ne sera plus renouvelée. Et derrière ça aussi, tu n'as pas droit à une carte vitale parce que tu n'as pas un titre de séjour. Donc, il n'y a aucun moyen pour pouvoir accéder à cette aide-là. Et l'autre cas des personnes qui sont en situation irrégulière, qui cotisent, qui travaillent, qui payent les impôts, et en étant sans papier, et devenir 6 ans plus tard, 6 ans de cotisation, derrière, tu es traité de profiteur des systèmes. Dans ces deux cas de figure, c'est le système qui profite de ces personnes-là ou c'est ces personnes qui profitent des systèmes. La réalité des choses, le gouvernement ou l'extrême droite aujourd'hui, ils sont en mesure de ne pas répondre des vraies questions parce qu'ils sont dans une incapacité politique de répondre les vraies questions. Et il faut se jeter sur l'immigration, il faut parler des délinquances, des personnes en situation irrégulière ou, en gros, avec un titre de séjour. Et une personne qui a cotisé pendant 10 ans, qui n'a jamais touché l'aide pendant 1 mois, s'il demande derrière qu'il a pu retrouver au moins 10% de logements, moins 10%, ces personnes-là, qu'on les appelle profiteurs des aides. Donc, les vraies questions des aides, ce n'est pas ça. Parce que les immigrés, comme je dis au début, quand tu viens ici, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est d'aller bosser, c'est d'aller travailler. Et vu qu'on les voit beaucoup travailler, on n'arrive plus à répondre parce qu'ils sont là à dénoncer ce que le système le met dans les précarités. Du moment où ils commencent à dénoncer ça maintenant, c'est là qu'on les appelle profiteurs des aides sociales. Et moi, j'ai envie de dire à la fin, pour dire, les camarades que vous voyez, ce ne sont pas là pour hasard. C'est des camarades guerriers qui sont là, qui cotisent et derrière, qui participent même pour payer les dettes colossales de l'État. Quelqu'un qui participe de payer tes dettes, qui t'aide à nourrir, qui fait beaucoup de tâches que toi-même tu n'arrives pas à le faire. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le faire, parce que c'est des secteurs vraiment pas possibles. Et ces personnes-là, ils profitent des petits trucs qui travaillent là pour pouvoir
se nourrir dignement pour ne pas être, pour montrer à le monde ce que vous nous stigmatisez en disant qu'on est ça, mais en réalité des choses, nous on est là en tant qu'humains et on est dignes fils. On ne souhaite pas tendre nos mains parce qu'on est des guerriers. Un simple guerrier, il n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'aide d'une part, mais l'aide de qui? L'aide de vous qui sont dans la salle. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça l'aide. Mais derrière l'aide bénéfice, nous on n'a pas besoin de ça. On n'est pas là pour ça. Et le chemin est trop long. On va essayer d'être bref. Et j'espère qu'on continue toujours. On ne va pas laisser les racismes et les fascismes de prendre tous les plateaux, de parler, même s'ils sont nombreux, qu'ils ont accès parfois à certains endroits pour parler, qu'on n'a pas la voix de parler. Mais avec nos petites voix et les petits rassemblements qu'on fait, je pense qu'on ne va pas nous laisser et on ne va pas être intimidés par leurs propos parce qu'on est les premières personnes à combattre ces fascismes et les nazis et les racismes. Merci. Du coup, je voulais revenir sur l'autre rhétorique du gouvernement qui revient à chaque fois, à chaque loi immigration, celle de l'étranger délinquant, d'un ennemi intérieur dangereux qui serait criminel et qui mettrait en danger la nation tout entière. Je rappelle quand même qu'en 2022, précisément, quand la loi immigration elle a été présentée, c'était justement en surfant sur le meurtre de Lola, une enfant de 12 ans justement qui avait été tuée par une femme algérienne sous OQTF. Et alors là, le gouvernement, la droite et l'extrême droite en avait fait des caisses là-dessus en disant que la loi immigration était de fait indispensable pour protéger les Français des étrangers qui sont dangereux. Récemment, on a vu d'ailleurs Darmanin et la droite qui ont profité de la guerre en Palestine pour pousser la même chose en disant qu'il fallait expulser les étrangers antisémites dans une logique antiterroriste. Abdoulaye, justement, quel impact il a ce discours sur les populations immigrées quand on entend le gouvernement qui traite tous les étrangers de criminels et de délinquants? Qu'est-ce que tu lui réponds? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bon, cette question, ça me fait rire, d'une part. Le pourquoi, je m'explique. Pourquoi l'extrême droite essaie de monter ces genres de trucs? Parce qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi on ne cite pas les personnes qui ont sauvé des vies ici en France? Et pourtant, il y en a. Avec des formes différentes. Il y a des gens, ils se sont sacrifiés. Ils se sont exposés devant des dangers pour sauver des vies. Et c'est des étrangers. Pourquoi on ne les médiatise pas? Pourquoi on préfère médiatiser des personnes qui ne représentent même pas 0,000% des étrangers? Parce que parfois, ça peut arriver. On ne peut pas être parfait dans la vie. Et ce gouvernement, moi, ce que je vois, il pousse aux étrangers à devenir des délinquants. On nous pousse à être précaires, quoi. Si tu pousses quelqu'un à devenir précaire, ça sous-entend que voilà, tu le soutiens d'être violent, parce qu'on est tous des êtres humains. On a besoin de chercher de quoi manger. Si on ne mange pas, on t'empêche de manger, on t'empêche de dormir, on t'empêche de faire tes besoins. Comment tu peux tenir debout? C'est quasiment impossible. Chaque personne a un état d'animal qui est en lui. Et ça c'est le dernier recours de la personne. Macron et son gouvernement, ils sont en face d'un échec. Et là, ils pointent du doigt tout le temps, comme d'habitude, les étrangers. Ce qu'on ne parvient pas à comprendre. Un étranger, vous imaginez quelqu'un qui a quitté son histoire, il a abandonné sa famille, il a abandonné ses amis, son vécu, juste pour aller chercher une vie meilleure. Et on le dit non, ça ne sera pas possible.
tous ces fléaux qui flottent sur ces sols françaises, tous ces fléaux qui sont devant nous, c'est quelque chose qui est prémédité. Déjà, pour commencer, Bolloré, qui essaye de soutenir, plein de gens, lui-même, sa fortune, ça provient d'où? C'est en Afrique. Être un étranger, ça ne veut pas dire qu'on est criminel ou bien on est nuisible pour la société. Non, on dit non et non. Et ça sera non. La seule chose qui est importante de ce bas monde, on est là aujourd'hui, nous. Hier, il y avait des personnes qui étaient là. Et demain, nous, on va partir et il y aura d'autres générations qui seront là. Et c'est irréversible. Donc, il n'y a pas des personnes toxiques pour envahir la France, non. Si on choisit la France, si on a choisi la France, c'est parce que c'est eux qui nous ont montré l'histoire, qui a débarqué ces côtes pour venir jusqu'en Afrique pour coloniser. C'est pas parce qu'on est africain on doit être des personnes nuisibles pour la société, non. Ça, c'est pas possible. On est des êtres humains comme tout le monde, égal à égal, de dignité, de tout. Donc, on est là, on sera là et on restera là. Macron, un jour viendra, il va partir. Et la France va rester avec ses dignes fils, ou bien ses dignes frères ou ses dignes sœurs d'Afrique ou ailleurs. C'est irréversible. Donc, il ne lui reste pas grand temps. Un jour viendra, il va partir. Ça, c'est sûr. Et après, c'est à nous de rebâtir encore. C'est ce qui est difficile à comprendre. On ne peut pas se permettre. Là, aujourd'hui, c'est la liberté humaine qui est en jeu. La question de la retraite, c'est lui qui a imposé avec son fameux 49.3, entre guillemets. Et s'il parvenait, par exemple, à accepter de régulariser les personnes qui veulent aller travailler, s'ils travaillent, ils vont faire quoi? Ils vont participer, ils vont cotiser, comme disaient tout à l'heure nos camarades. Une personne qu'on incite à aller travailler, s'il travaille, il revient à la maison. Vous croyez qu'il aura le temps de sortir dehors pour semer bordel ou faire des trucs? Non, il va vouloir s'endormir, tranquille, paisiblement. Mais, même cet outil est bon pour faire décourager les gens ou pour pointer, stigmatiser comme ils ont l'habitude de faire. On est des personnes responsables. Si on a quitté chez nous pour venir ici, c'est pour apporter plein de choses et ramener encore plein de choses qui est bon et non pas quelque chose qui est mauvais. On n'accepte pas. C'est cette stigmatisation, nous, qu'on essaye de se battre pour dire non. On n'est pas du tout nuisible pour la société. On est des personnes réfléchies, responsables, qui cherchent la vie meilleure, comme tout un chacun. Donc, lui, s'il est père de la nation, il devait faire de sorte que, même s'il y a des personnes qui dévient, parfois la loi, c'est à leur devoir d'insérer ces personnes-là dans la société. Essayer de trouver comment faire pour changer la vie de la personne, même s'il est, ça peut arriver, c'est la vie. Ce qui est ici en France, c'est ce qui est en Afrique, c'est ce qui est un peu partout dans le monde. Donc, on ne peut pas accepter ces genres de choses. C'est quasiment impossible.
Merci Abdoulaye. Peut-être pour revenir sur cette stigmatisation, on a vu d'ailleurs de manière ultra cynique le gouvernement, la droite et l'extrême droite faire carrément une surenchère là-dessus en récupérant carrément la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en disant que finalement tous les hommes immigrés étaient des délinquants sexuels et que cette loi immigration elle allait protéger les femmes, justement en permettant de plus facilement les emprisonner et les expulser. Or, on sait très bien que cette loi, elle va venir frapper plus fortement les femmes, justement. Enfin, à chaque loi immigration, justement, on parle de la double peine pour les femmes. C'est-à-dire que ça vient taper sur elles à la fois en tant que migrantes, mais aussi en tant que femmes. Et justement, malgré ça, on entend peu les organisations féministes s'exprimer sur cette loi. Toi, Enda, t'es militante féministe au collectif du Pain et des Roses qui a justement sorti un communiqué qui dénonce cette loi comme une attaque violente contre les femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la lutte contre la loi immigration, c'est aussi une lutte féministe ? Alors cette loi, évidemment, en plus d'être profondément raciste, elle est patriarcale. Comme tu l'as dit, les femmes immigrées vont subir la double peine en tant qu'étrangères et en tant que femmes. Et parce que déjà, la précarité, elle touche encore plus les femmes immigrées, qui sont déjà... le taux d'emploi des femmes immigrées, entre 18 et 50 ans, il est un tout petit peu au-dessus, enfin de la moitié, de 58% par rapport à la population native, par exemple. C'est 17 points en dessous, pardon. Alors que chez les hommes en fait migrants, le taux est à peu près similaire entre les personnes immigrées et les personnes natives. Et en fait, quand elles sont employées, c'est souvent dans des emplois précaires, à temps partiel, ou dans des emplois très difficiles que personne ne veut effectuer. Et en fait... notamment dans la sous-traitance, avec des salaires de misère. Donc, en fait, cette loi, elle les attaque encore plus. Et le gouvernement cherche à faire de ces femmes une main-d'œuvre corvéable à merci et qui va effectuer ces tâches qui sont pourtant essentielles. Enfin, on l'a vu au moment du Covid et tout le temps. Mais bon, ça a été vite oublié. Et il y a aussi beaucoup de ces femmes qui sont des mères isolées et avec la préférence nationale pour les aides sociales. Et du coup, ça va encore plus les précariser. Par exemple, pour prétendre aux allocations familiales ou à l'APL, il faudra avoir habité pendant 5 ans en France contre 6 mois actuellement ou avoir travaillé pendant 30 mois. Et une mère célibataire, par exemple, avec 3 enfants, en raison de sa nationalité, elle pourrait toucher à peu près 800 € en moins de prestations entre les aides au logement et les allocations familiales par rapport à sa voisine ou sa collègue qui vit dans exactement les mêmes conditions avec les mêmes revenus. Et... voilà, donc c'est quand même, ça fait encore dépendre d'autant plus de ces emplois de misère les femmes. Et on a aussi quand même la question de la précarité et de la santé, même si la mesure de suppression de l'AME n'a pas été actée, elle va quand même être examinée là en tout début d'année par le Premier ministre nouvellement nommé Gabriel Attal. C'est un de ses premiers chantiers, donc on peut quand même s'en inquiéter. Et en plus, on sait que les migrants en situation régulière sont d'autant plus exposés aux accidents du travail ou à d'autres risques professionnels. Et il y a aussi une autre chose, c'est que on en parle assez peu, mais on a eu quand même des personnes, des femmes racisées, notamment noires, qui ont été mal prises en charge aux urgences. Ça s'appelle le syndrome méditerranéen. Il n'y avait pas encore d'études en France à ce sujet, mais elles sont déjà en danger parce que il y a une étude qui est sortie là récemment dans la région, au CHU de Montpellier et de Nîmes, qui dit qu'à symptômes identiques, les hommes sont pris plus au sérieux que les femmes et que les femmes racisées, par exemple une femme noire, a 50% de chances en moins d'être bien soignée par rapport à un homme blanc. Donc même si l'AME n'a pas été supprimée, il y a déjà toutes ces attaques contre les femmes. Et il y en a une autre dont tu as parlé un petit peu, c'est l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a vu en décembre une jeune femme qui a écumé les plateaux télé, d'abord chez Zemmour, qui est quand même lui-même accusé de plusieurs faits de violences sexistes et sexuelles, et puis sur BFM, Europe 1, CNews, en instrumentalisant... pas en instrumentalisant, mais en parlant de l'agression sexuelle ou du viol qu'elle a subi, mais pour réclamer plus de répression en fait contre les migrants, les personnes sous OQTF. Et ce discours a été aussitôt relayé par les militantes fémo-nationalistes, notamment Thaïs Descuffon, pour ne citer qu'elle, qui n'a de cesse de toujours criminaliser les hommes immigrés, comme on parlait tout à l'heure avec Abdoulaye, en affirmant que le premier danger pour les femmes en France, ce serait l'immigration. Alors qu'en fait...
on voit bien que, évidemment, ce n'est pas le cas. Les violences sexistes sexuelles ne sont pas l'apanage des personnes immigrées, bien loin de là. Et en plus, ce gouvernement, c'est quand même très hypocrite parce que, en fait, avec cette loi, il fait qu'accroître la dépendance des femmes à leurs conjoints. Par exemple, elles sont considérées simplement comme des rejoignantes. On les considère par rapport à leur mari ou par rapport à leurs enfants. Et en fait, ça peut les bloquer aussi dans des situations d'emprise, de violence intrafamiliale ou de violence sexiste et sexuelle. Et forcément, si la menace, c'est l'expulsion ou la perte du titre de séjour, en fait, on peut pas dénoncer des violences sexistes et sexuelles. Et en fait, ce gouvernement qui ne s'intéresse aux violences sexistes et sexuelles que à des fins racistes pour criminaliser toujours plus les étrangers, il est très hypocrite. Et c'est dans ce sens que, nous, avec Du pain et des roses, on revendique vraiment la nécessité d'un féministe antiraciste et anti-impérialiste. Et on se bat contre les violences sexistes sexuelles, qu'elles soient aussi commises dans l'Hexagone, mais aussi les viols systématiques des migrantes à la frontière, les propositions de stériliser les femmes à Mayotte, comme on l'a vu au moment de l'opération Wambouchou, mais ça date pas d'hier. Donc voilà, vraiment ce pinkwashing du gouvernement qui prétendrait que la loi immigration protégerait les femmes, alors qu'en fait, elle n'a rien à faire de la cause des femmes. Et nous, on pense que toutes les féministes devraient exiger le retrait de cette loi et se battre évidemment contre les violences sexistes et sexuelles plus largement. Merci beaucoup. Abdoulaye, est-ce que peut-être tu pourrais nous parler, toi, parce que tu travailles dans un secteur qui embauche notamment beaucoup de personnes sans papier et qui du coup exploite aussi énormément, c'est le bâtiment, c'est notamment, toi tu as travaillé sur des chantiers du Grand Paris, tu as organisé et participé à la grève du chantier de l'Arena, donc qui est un des chantiers des JO, c'est une grève qui a eu lieu le 17 octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, justement, dans ce secteur-là, qui embauche massivement, de manière systématique, des personnes sans papier, comment en fait, le patronat arrive à contraindre et à maintenir ces travailleurs dans la précarité, et peut-être nous raconter justement comment ça s'est passé, la grève de l'Arena. D'abord, avant d'arriver sur les grèves de l'Arena, j'aimerais dire tout simplement, comme j'ai dit au début, c'est toute une échelle qui est mise en place. D'abord, la question, pourquoi on est parti sur l'Arena et pourquoi on est parti sur un lieu aussi politique, emblématique, et un lieu où vraiment ça fait peur, et pourquoi on a choisi de partir sur un chantier des JO. Aujourd'hui, où il y a d'après eux, selon leurs chiffres qu'ils mettent, en disant qu'ils sont clean, ils sont propres, ils ne travaillent pas avec des sans-papiers. Et c'est dans ce sens-là, on a participé plusieurs fois à l'Assemblée différente des travailleurs pour la sécurité. À partir du moment où on a participé à certaines réunions, on a compris vraiment que c'est un chantier qui, dans les médias, on parle beaucoup, surtout les boîtes qui travaillent sur ces chantiers-là. Je vais dire les grosses entreprises françaises, parfois, s'ils ne sont pas deuxième mondiaux, ils seront troisième. Et qui est d'ailleurs Vinci, Boeing, Eiffage, SP Batignolles. C'est des entreprises vraiment qui sont majoritairement en Europe ici, où Vinci il était premier dans le secteur BTP, travaux publics, etc. Et d'abord, on a choisi ce chantier parce qu'on avait des camarades qui travaillaient sur ce site. Et on a commencé d'abord à discuter très longtemps. On s'est dit, pourquoi pas, là déjà, on est exploité de corps et âme. Et c'est ici qu'on travaille aussi. Et il est important de venir discuter avec des camarades de ces chantiers-là. Et à partir du moment où on sait vraiment qu'on est traité de danger, on est en danger, alors qu'on n'est pas dangereux, et c'est le moment de se montrer à tout le monde que ce chantier, il n'est pas construit, ou il est construit sur le dos des immigrés exploités, que parfois ils ne sont même pas payés comme tous les travailleurs, et parfois qui sont payés dans la journée
voire même 40, 60, 50 euros de la journée pour une 10 heures de travail ou 9 heures de travail, qui est dans des conditions vraiment indignes. Et on a organisé ce travail d'aller devant les chantiers, de faire des tracts, de discuter avec différentes personnes qui sortent. À ce moment, on ne savait pas qui a de papier, qui n'a pas de papier. Comme on dit ça souvent, ce n'est pas les papiers qui font l'homme, c'est l'homme qui fait les papiers. Donc, à ce temps-là, il faut trouver qu'on n'a pas de bons papiers, on n'a pas de beaux papiers, mais on fait des vrais travail derrière qui nourrit l'ensemble et qui participe à construire des hôpitaux, qui participe à construire des écoles. Donc, c'est des faux papiers qui font ça. Mais c'est des vraies personnes qui sont derrière, qui font ce travail-là. Et on a fait comprendre à les camarades des sorties, de se dénoncer. Sinon, on va rester exploité pendant 10 ans. Et alors qu'il faut se dire que je refuse aujourd'hui de travailler, je suis en plein droit. Parce qu'être un sans-papier, être en grève aussi, ça fait partie de tes droits. Mais à quel moment il faut le faire? Et tu le construis comment? Ça fait peur vraiment, parce que c'est des personnes qui sont dans une situation un peu compliquée, pas comme les autres. Et financièrement, ça fait peur. Et aussi, il faut garder ses confiances pour ne faut pas que l'information sorte très tôt. Sinon, tu seras toujours derrière où tu te retrouves, tu n'as plus de travail et tu n'as plus rien gagné derrière. On a construit le mouvement ensemble avec d'autres collectifs, des collectifs des sans-papiers, des CSP 75 et des CSP, qui est CSP Montreuil et Droit Devant et d'autres organisations syndicales qui est CNTSO, accompagnées aussi avec la marche de solidarité. Je pense que les camarades sont là, ils peuvent le témoigner plus tard. Et ce travail, du moment où on est arrivé à se pointer devant la porte, fait les tracts, fait un petit café pour se faire accepter devant la porte comme des personnes gentilles parce qu'ils sont gentils avec tout le monde. Donc on ne va pas être méchant à ce point-là. Donc on a commencé à discuter et du moment où on a trouvé vraiment l'équipe qui travaille, on s'est retrouvé avec chef d'équipe qui travaille sur les chantiers des JO en tant que sans-papier, qui dirige vingtaine de personnes, voire même trentaine, sous d'autres formes. Et on a essayé de faire une négociation avec des entreprises qui étaient là. On avait 4-5 entreprises différentes où il y avait des camarades qui travaillaient avec eux. Et on a essayé de négocier avec eux, de faire un travail simple qu'ils n'ont pas accepté parce qu'ils se voient trop propres. Et on a décidé ensemble, les 17, d'aller bloquer ce chantier. Et on est arrivé sur le chantier à 6 heures du matin. Et on est rentré, c'était un peu chaud, c'était un peu difficile, mais quand même on a réussi à franchir la porte. On s'est retrouvé à l'intérieur et Boeing, il a décidé de renvoyer tout le monde. À ce moment, ils ont dit, on n'a pas de sans-papiers ici, arrêtez de mentir, vous êtes là pour salir le nom de l'entreprise. Vous êtes des profiteurs, il n'y a pas de sans-papiers. Donc, on a commencé à discuter et après, ils ont dit, bon, prouvez-nous qu'il y a des sans-papiers qui travaillent ici. Et nous, on n'a pas accepté de donner directement. On dit, pour pouvoir discuter, il faut qu'on s'assoie et il y a des choses que nous, on aimerait qu'on parte sur ces bases-là. Parce que si tu dénonces, ils ont l'habitude de le faire. Une fois que tu donnes les noms, après, derrière, on te met dehors. Oui, on accepte, on va les régler, allez-y à la maison. Nous, on s'est dit, on ne peut pas partir comme ça, il faut qu'on signe un protocole d'accord entre nous et les sous-traitants et aussi les donneurs d'ordre qui les fait travailler. Et on a signé cet accord-là qui permet de régulariser ou de donner tous les papiers nécessaires qu'il faut pour les travailleurs concernés. Et aussi l'ensemble des sans-papiers qui se trouvent au sein de ces entreprises différentes. Et on a signé ce protocole en 2 parties. La première partie qui date de 3 mois en arrière, toutes personnes qui ont arrêté le travail suite à leur situation administrative, qui soient réintégrées le groupe, aussi bénéficient de tous les papiers nécessaires qu'il faut pour pouvoir déposer leur dossier. Et 3 mois après, à partir du 17 octobre, 3 mois après jusqu'à le 17 janvier, et toutes personnes qui vont se signaler,
qui ont travaillé, qui ont ces preuves, et on ramène toutes ces personnes-là aussi qui ont travaillé avec les mêmes donneurs d'ordre, qui peuvent nous prouver qu'ils ont fait. Et à partir du moment où on a eu une discussion très longue, de 10 heures de temps, on a réussi quand même à trouver tous les papiers nécessaires. Aujourd'hui, sur place, on peut dire on est un peu content, parce que si on n'a pas la carte en main, on ne peut pas dire que l'histoire est finie. Mais on a trouvé une négociation qui était vraiment super bien, même si ça a été long, 10 heures de temps. Et après, on a subi quand même certaines situations où, après qu'on a libéré les sentiers, les donneurs d'ordre, ils ont joué derrière avec des intérims, avec des sous-traitants, en envoyant le contrôle partout et d'essayer de bloquer l'entreprise de continuer à travailler. Du moment où l'entreprise est bloquée, les camarades qui travaillaient ou qui ont travaillé, ils ne pourront plus continuer leur dossier parce qu'ils ne travaillent plus. Donc, on a fait un deuxième acte qui est acte D, de retourner sur les chantiers encore, le 3 novembre, pour dire qu'on est là, on n'a pas oublié, on avait signé un protocole, il faut la respecter. Si vous ne respectez pas votre engagement, nous, on sera là toujours, peu importe les barrières que vous allez mettre devant, ça ne va pas nous empêcher de rentrer. Du moment où on a traversé les Méditerranées, ce n'est pas les petites barrières qui vont nous bloquer. Donc, merci. On est parti pour une deuxième acte. On a discuté encore une dizaine de minutes. Et après, pour finir, vite fait, la mairie de Paris a débarqué pour prendre la négociation à main, pour être vraiment facilitateur entre nous et les boîtes concernées, aussi au niveau des préfectures. Aujourd'hui, pour dire vraiment toutes personnes qui ont soutenu le mouvement, et ces résultats aujourd'hui, il est sur une bonne voie, parce qu'on a des dossiers qui ont déposé de ça, et tout ce qu'il faut, c'est bien, c'est normal, c'est rentré en normal. Les camarades aujourd'hui, ils travaillent à leur nom, et ils ont leur contrat à leur nom, et les dossiers sont en cours. Donc on attend maintenant à avoir les cartes. Si jamais, quand on ne répond pas, on demande à tous de démarquer devant la préfecture pour dire qu'on est là. Et les grèves des sans-papiers sont énormes. On passe également à les camarades qui sont en grève depuis un certain temps, ça fait 2 ans, qui sont en lutte contre l'État. Ils sont en lutte contre l'État. Mais pour nous, c'était contre l'entreprise, les petits sous-traitants. Mais les camarades, ils sont là. Peut-être on va les donner les paroles plus tard. Je pense les camarades de CTSPV de Vitry, de Chronopost, où le Chronopost, c'est pour l'État. Aujourd'hui, ils ont exploité les camarades. Ils sont en lutte. Je les salue vraiment de leur courage et leur détermination qui ont tenu 2 ans de grève. Pendant tout ce temps, nous, on était dans le chaud. Il y a d'autres qui dormaient. Ils sont dehors. Quand il fait chaud, quand il pleut, quand il fait froid, ils sont au piquet de grève. C'est vraiment à saluer. Et on demande à tout le monde d'apporter les petits soutiens que vous avez à ces personnes-là. On a besoin de ça vraiment. Et merci à tout le monde. Merci. Du coup, je vais peut-être poser 2 dernières questions, une à Mariama, une à Anas. Donc, du coup, Mariama qui a remplacé Abdoulaye du CSP 75, vous avez vu. Du coup, Mariama, militante historique du CSP 75, qui a participé à beaucoup de luttes. Parce que justement, voilà, les militants sans papier, ils se mobilisent beaucoup. C'est notamment par la lutte qu'ont été obtenues des avancées sur la régularisation par le travail. C'est aussi la lutte qui a permis de résister pendant des années et de tenir à l'écart des mesures d'extrême droite comme la déchéance de nationalité, le délit de séjour irrégulier. On voit aujourd'hui, Mariama, qu'il y a comme une division, qu'il y a une forme d'invisibilisation des luttes des sans-papiers, et qu'il y a une division un peu, on a l'impression, entre le mouvement plutôt des directions syndicales traditionnelles, qui semble être un peu... qui en tout cas ne semble pas se battre forcément pour les intérêts des travailleurs immigrés et travailleurs sans papier. Selon toi, comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette division-là maintenant ?
Bonsoir à tous. Et cette division, ça vient de la CGT. Ah. Oui. Parce qu'ils emploient, ils font travailler les sans-papiers. Et quand ils n'arrivent pas à les régulariser, on nous envoie à la CSE ou d'autres coordinations. C'est eux qui sont là pour nous diviser. Et c'est à nous de refuser cette division. Parce qu'une fois qu'on nous traite de délinquants, on nous traite des voyous, on nous traite des terroristes, pourquoi maintenant les écouter? Pourquoi travailler avec eux? Je ne vois pas l'intérêt. Mais il faut travailler avec quelqu'un qui est là pour t'aider, qui est là pour toi. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu dors, il dort. Il faut être avec ces gens. Mais celui qui te dit, je ne veux pas de toi, pourquoi tu restes avec la personne? Je ne vois pas l'intérêt, moi. Je ne vois pas aucun intérêt. La CGC, ça, c'est autre chose. Même, je leur dis tous les jours et je le redirai. C'est eux qui divisent. Les sans-papiers, les sans-papiers. Tout le monde est sans-papier ici en France. Le monde entier est sans-papier. Parce que, pourquoi? J'ai dit, parce que nous tous, on est venus avec un extrait, on est venus avec un papier, on est venus avec comme un passeport. Mais les Français, sans-papier, là, c'est quoi? Quel est le mot de sans-papier là? Migrants, nous sommes pas là à gratter là. On n'est pas là pour gratter. C'est eux qui sont là pour gratter. C'est eux qui sont partis gratter. On est venu chercher ce qui nous appartient. Et on ne va pas retourner, laisser ça ici. Le jour qu'on retourne, on retourne avec ce qu'ils ont pris. Des enfants immigrés, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants immigrés. Deuxième, troisième génération, on sommes tous des enfants immigrés. Merci. Et peut-être pour terminer, Anas, plus peut-être pour ouvrir sur les perspectives, sur quel plan de bataille on pense, comment on s'organise. Toi, c'est quoi un petit peu ton avis vis-à-vis de la position des directions syndicales sur la loi immigration, tout ça? Non, mais déjà pour réagir rapidement sur ce qu'avait dit notamment Abdoulaye et ce que dit Mariama, enfin vous voyez par exemple dans ce que dit Abdoulaye, il n'y a pas de Jeux Olympiques sans les sans-papiers. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques 2024, ils n'existent que grâce aux travailleurs immigrés et sans-papiers. Sans eux, ils n'auraient jamais pu finir les chantiers. Et vous voyez le cadeau qu'ils leur font maintenant, le remerciement qu'ils font à ces travailleurs-là, qu'ils permettent à la France d'engranger des millions et des millions d'euros avec les sponsorings, avec les grandes marques, avec les hôtels qui ont triplé, quadruplé de prix, les commerçants qui vont augmenter leurs prix, les transports, Valérie Pécresse qui va doubler le ticket de transport. C'est parce qu'il y a des travailleurs sans papier qu'on a exploités pour pouvoir finir ces chantiers. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fini les chantiers, on veut les jeter comme des Kleenex. Et donc ça nous montre et ça démontre une fois de plus qu'il faut accepter cela. Les travailleurs sans papier, les immigrés, les étrangers sont une part à part entière de la classe ouvrière française. Ils font partie de la classe ouvrière française. Et que le problème, c'est que nous le savons en tant que militants révolutionnaires, nous le savons à Révolution Permanente, mais on a l'impression aussi peut-être que dans une partie ou toute ou partie des directions du mouvement ouvrier, on a l'impression qu'on ignore ça, qu'on fait la charité. Il n'y a personne qui demande la charité parmi les travailleurs sans papier. Personne ne demande la charité. Et le mouvement ouvrier, les directions du mouvement ouvrier devraient remercier infiniment les travailleurs sans papier parce que c'est eux qui mènent les luttes les plus radicales aujourd'hui. Abdoulaye a parlé des frères et des sœurs de Chronopost
dans le 94, qui montrent un niveau de courage et de détermination. Mais si vous comptez le nombre de grèves qu'il y a dans le nettoyage, ils ne rigolent pas. C'est-à-dire que quand il y a grève, dans le nettoyage, la sécurité, etc., c'est quasiment 100% de grévistes. Vous avez vu l'été dernier, il y avait grève dans le métro. En 5 jours, c'était plié. Ils ont récupéré 6% d'augmentation de salaire, le paiement intégral des journées de grève, plus des primes, plus des augmentations sur des indemnités de nuit, etc. Je veux dire, normalement, c'est Martinez qui doit aller voir les travailleurs sans papier immigrés et leur demander des conseils sur comment on doit lutter. C'est pas aux travailleurs sans papier de demander de l'aide, la vérité. Et on en passe, je veux dire. Il y a une grande grève que vous connaissez. Il y en a même deux et plus. Mais 2 quand même qui sont dans les mémoires récentes de notre camp social et de la région parisienne. C'est la grève des travailleuses et travailleurs de Honnête, des gares parisiennes. Vous vous souvenez en 2017, une grève de 45 jours où ils étaient 84 grévistes. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait par Révolution Permanente que beaucoup d'entre vous ont vu, Les Petites Mains Invisibles. Et puis il y a une deuxième grève, c'est l'hôtel Ibis-Batignolles. C'est des grèves qui sont menées par les Noirs et les Arabes. Et qui sont des grèves gagnantes. Un travailleur immigré, il peut s'asseoir devant Sophie Binet et lui dire « Moi, j'ai gagné plus de grèves que toi, tu as gagné à la CGT depuis 30 ans. Parce que tu n'as rien gagné, toutes tes organisations syndicales sont défaites depuis 1995. » Et qu'il y a une radicalité qui s'exprime. Parce que quand vous avez tout à perdre, vous avez tout à gagner en réalité à lutter et à être combatif. Parce que quand vous avez traversé, comme l'a dit Abdoulaye, la mer, etc., que vous avez franchi autant d'obstacles, autant de difficultés, qu'est-ce que c'est que la répression patronale à côté? Qu'est-ce que c'est que la répression policière? Qu'est-ce que c'est le fait de perdre 1, 2, 3, 4 journées de salaire? Il nous montre cela. Et c'est pour ça que, si vous vous souvenez le premier mot en préambule que j'ai dit, si un travailleur sans papier, il a autant de radicalité, qu'est-ce que nous, en tant que travailleurs français, avec des papiers, des cartes nationales, on est né ici, etc., qu'est-ce que nous, on devrait être en capacité de faire? Moi, ça me fait de la peine que ça soit eux qui se battent. Bien sûr, c'est les premiers concernés, comme on dit. Mais ce n'est pas un combat des premiers concernés. Normalement, on devrait leur dire « asseyez-vous ». On ne va pas laisser dans notre pays, en fait, des personnes, parce que leur couleur de peau dérange l'extrême droite et les patrons, les laisser se faire défoncer comme ça. C'est une ignominie. C'est pas depuis 3 semaines qu'ils se mobilisent. Toute leur vie, ils se sont mobilisés. Et contre cette loi, ça fait plus d'1 an qu'ils se mobilisent. C'est pas, faut pas attendre le passage au Sénat et à l'Assemblée nationale pour se réveiller. Il y a des frères et des sœurs qui sont en centre de rétention, qui attendent de rentrer dans des charters pour être renvoyés. Là, actuellement, même quand la loi n'est pas passée, vous avez vu, Darmanin, il a fait 30% d'expulsion en 2023 par rapport aux années précédentes. Sans la loi immigration, qu'est-ce que ça va être demain? Et on ne peut pas, nous, en fait, rester comme ça, sans rien dire, sans rien faire. Comment on peut accepter que la réforme des retraites, souvenez-vous, on était 94% d'actifs opposés à la réforme des retraites. 94% d'actifs. Il n'y en avait que 6% qui considéraient que la réforme des retraites, elle était bien. Il y a combien de personnes qui sont pour la loi immigration, pour la préférence nationale, pour conditionner les aides sociales, de dire à une mère qui a des enfants, qui a besoin aussi de pouvoir aider. Enfin, on a tous, ceux qui ont des allocations familiales, je veux dire, c'est... Heureusement qu'on on a un autre salaire, quoi, parce que si on devait compter sur les aides sociales pour vivre dans ce pays, on n'y arriverait pas. Et si c'est si formidable, les aides sociales, les amis, pourquoi on n'est pas 65 millions de chômeurs dans ce pays? Moi, je connais personne qui préfère gagner le RSA que 2500 € par mois. Je connais personne qui préfère aller tranquillement à la banque, avoir ses papiers, que quelqu'un qui est obligé de se cacher pour donner des papiers de quelqu'un d'autre pour aller se faire soigner, pour essayer de ne pas payer 20 € chez le médecin. Vous avez vu les dernières sorties là, sur les pays qui ont le droit les meilleurs passeports du monde. Est-ce qu'il y a un seul pays africain qui est dans les meilleurs passeports du monde? Même la Chine, hein. Les amis, la Chine, c'est quand même une sacrée puissance. Hein. La Chine, ils sont 66e.
Alors, ils sont où les Maliens et les Ivoiriens et les Béninois, etc. là-dedans? Pourquoi quand tu es français, tu as le droit d'aller dans d'autres pays, t'installer, faire ce que tu as à faire? Tu es un expatrié. Moi, je dis souvent, c'est joli expatrié, c'est sexy. Ah, c'est un expat. Il vient faire rayonner la belle culture française, ouvrir une boulangerie à Agadir. Il vient ouvrir un riad à Marrakech. Mais toi, tu es un migrant. Tu es un sans-papier. Vous voyez le langage, vous voyez comment il se comporte. On devrait dénoncer ça. Si on trouve que c'est ignoble de travailler 2 années de plus, qu'est-ce qu'on devrait dire de conditionner les aides sociales? Qu'est-ce qu'on devrait dire d'expulser les gens, de les mettre dans des centres de rétention? On devrait être vent debout, en fait, ça. Et je pense que par rapport à la question de Prisca, la première des choses, avant de chercher Pierre, Paul, Jacques, etc., c'est que nous, on sort d'un état passif de considérer que c'est une histoire de sans-papiers, comme si on pensait que les luttes féministes, c'est une histoire de femmes, les luttes LGBT, c'est une histoire de trans, les luttes de l'islamophobie, c'est une histoire de musulmans, la Palestine, c'est une histoire de Palestiniens et d'Arabes, etc., et de considérer que nous, on n'a rien à faire là-dedans. Et nous, ce qu'on prône, c'est l'unité de notre camp social. L'unité dans la bataille. L'unité pour les faire plier. Et qu'aujourd'hui, lutter aux côtés des travailleurs sans papier, c'est aussi lutter contre nos propres ennemis ici. Oui, moi, je ne vais pas me faire expulser de ce pays. Parce que je suis né à Sarcelles dans le 95. Je ne risque pas de finir en centre de rétention. Je ne risque pas qu'on me renvoie dans un pays où je ne sais où. Je serai là. Mais c'est primordial que je sois à leur côté. Pas de manière humaine, les amis. Ils l'ont dit ici, ils ne demandent pas la charité. Je les aide parce qu'en les aidant, je nous aide collectivement, en fait, contre ceux qui nous exploitent et qui nous dominent. Et on doit discuter ce discours-là de l'ennemi intérieur. De nous faire croire que c'est Mamadou et Rachida qui sont responsables de la misère sociale en France. Et de laisser Bolloré de côté. Bernard Arnault, Drahi, Carlos Ghosn, Carlos Tavares et tous les patrons en fait qui détiennent des millions et des milliards, fraudent le fisc. Les amis, la fraude fiscale, c'est pas Anas Kazib, hein, c'est l'IRIS, l'Institut de recherche sur la fraude fiscale. C'est 120 milliards par an la fraude fiscale française. Le carrousel de TVA, la fraude à la TVA des entreprises qui maquillent les comptes pour pas payer la TVA, c'est 20 milliards par an. C'est combien, d'après vous, les fraudes sociales ici en France? Tout confondu, pas que les sans-papiers. Tout confondu. C'est 500 millions d'euros. Vous imaginez, ils fraudent déjà, rien que sur ce qui est vu et su, c'est 140 milliards par an. Il y a des accords et des possibilités pour les entreprises de faire liquider leurs entreprises et ils ne payent rien du tout. Et c'est ça, en fait, ce qu'on devrait dénoncer. On devrait avoir un discours de classe. Les organisations syndicales, elles devraient faire en sorte que dans chaque entreprise, chaque boîte, convaincre les collègues, ne pas tomber en fait dans ça. Parce qu'après, n'allons pas pleurer en 2027 ou en 2050 ou je ne sais quoi, en disant vite, vite, faut voter pour n'importe qui parce qu'il y a Marine Le Pen. Faut voter vite, il y a l'extrême droite. Oh là là, il y a des ratonnades. Oh là là, il y a des groupes néofascistes qui sont en train de s'organiser dans les rues de Paris. Si là, on ne fait rien là-dessus. Si on laisse passer ça, on est d'accord. Si on laisse que 70% sont pour ça, alors que dans ces 70%, très assurément, il doit y avoir minimum 65% qui étaient contre la réforme des retraites, ça dit quelque chose, les amis. Et ça dit du fait que s'ils ont reculé au moment de la réforme des retraites pour pas la passer, c'est qu'ils savent qu'on est en capacité de pouvoir avoir un discours commun, de classe et d'unité avec les travailleurs étrangers. C'est pas parce qu'ils avaient pas le temps, c'est parce qu'ils se sont dit que si on met des œufs dans le même panier, on risque de faire en sorte que les forces, elles se coagulent. Parce que les gens, ils sont pas bêtes. Ils pensent pas que celui qui est en train de me faire travailler plus longtemps, finalement, pour les étrangers, ça serait pas mal ce qu'il est en train de faire. Mais quand il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, bah peut-être qu'on se dit « Oh, c'est la misère et pourquoi pas ?» Et si on est dans cette situation-là, les amis, c'est parce que oui, il y a une atonie des directions syndicales. Oui, elles ne font rien. Ou sinon, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de négocier à côté. On nous a dit fin juin, souvenez-vous, tout va changer. Rien ne sera plus comme avant. Laurent Berger, le patron de la CFDT, il avait dit même que la réforme des retraites, c'était une défaite productive.
Expliquez-moi où est la productivité là. Avec la répression contre la Palestine, l'interdiction de la abaya, les mesures d'exception et de justice qu'on a mis à des jeunes de quartiers populaires pour des canettes de coca et des paquets de gâteaux, la loi immigration, etc. Qu'est-ce qu'on gagne? Aujourd'hui, même les arrêts maladie commencent à être réprimés. Quand vous êtes au chômage, si vous refusez 2 CDI, vous aviez encore avant la possibilité d'accepter quand même l'emploi que vous avez envie de faire et de pas être obligé. Et bien même ça, maintenant, ça commence à être attaqué. Pas pour Abdoulaye et Mariama, pour toi Sophie, pour toi Jean-Pierre, pour toi Gérard aussi. Et c'est les mêmes. Et quand ils auront fini avec l'AME, ils veulent finir avec la sécurité sociale. Parce que ça ne les a jamais intéressés, les amis. Il y a eu plus de 105 réformes de la sécurité sociale depuis sa mise en place. 105 réformes de la sécurité sociale. Et vous savez quand est-ce que le patronat a sorti cette phrase qu'on a entendue du trou de la sécurité sociale? C'était l'année d'après la mise en place de la sécurité sociale en 1947. Donc ils ne veulent pas ça. Ils veulent l'ultralibéralisme. Ils veulent tout libéraliser. Ils veulent casser les transports publics, casser les hôpitaux. Ils sont déjà en train de le faire. Casser l'éducation nationale. Mettre une ministre de l'éducation nationale qui explique qu'elle a mis ses 3 gamins dans une école privée parce qu'il manque de profs. Mais toi, t'es ministre de l'éducation ou t'es l'épicière du coin? Qu'est-ce que tu fais en fait dans ta vie? Et elle le dit derrière l'ancien ministre de l'éducation qui la regarde comme ça et qui écoute que effectivement il manquait des professeurs. Et on devrait, les amis, s'indigner contre tout ça. On devrait s'indigner contre tout ça. Et moi, je vous appelle toutes et tous à la raison. Faire en sorte que nous soyons intransigeants avec l'ensemble des directions politiques et syndicales. La lutte pour les travailleurs immigrés, la lutte pour les sans-papiers, la lutte pour la dignité, ce n'est pas une lutte pour sauver la République. Et je ne sais quelle République. Pardon, je faisais dernière fois. C'est le plus important d'ailleurs. De sauver, je ne sais pas quelle République, la famille. Hein. Est-ce que c'est la République qui a déporté les Juifs en 1940? Est-ce que c'est la République qui a jeté les Algériens le 17 octobre 61 par-dessus la Seine? Est-ce que c'est la République qui a tué Adama Traoré? Est-ce que c'est la République qui a tué Naël? De quelle République, en fait, on se veut être le médecin et le sauveur suprême pour empêcher ça? Faire un texte où il n'y a même pas écrit racisme là-dedans. Arrêtons d'être sympas. Moi, si je parle, c'est un gauchiste de merde, de révolution permanente de merde. C'est des trotskistes de merde qui sont là, qui sont des sectaires, qu'on déteste, etc. Ah, c'est Anas Kazib, il dit Sophie Binet, machin. Mais vous devriez être intransigeants, les amis. Parce que vous avez des Noirs et des Arabes qui souffrent, qui ont galéré pour être là, et qu'on jette comme de la merde. Et on ne devrait pas accepter qu'un texte qui parle de cette loi, il ne parle même pas de racisme. Que la tribune, les photos de cette tribune-là, il n'y a même pas une personne racisée. Il n'y a que des Blancs qui sourient entre eux et qui sont contents d'essayer de sauver la République. Et il faut qu'on casse ça. Et notamment, ça passe par ce que m'a soufflé Priska, qu'on a tous oublié malheureusement, c'est dimanche 14, la famille. Ça passe par le 14, qui est une première date. Il va falloir massifier. Il va falloir massifier. Le même travail que vous faites contre Parcoursup dans la jeunesse, le même travail qu'on a fait pour les retraites, le même travail qu'on a fait pour la loi El Khomri, le même travail qu'on a fait pour massifier le mouvement des Gilets jaunes. Il faut, avec la même abnégation, la même détermination, le même courage, mettre cette force et cette solidarité pour le dimanche 14 et pour les prochaines dates. Ne venez pas par pitié. Ne venez pas par pitié des Noirs et des Arabes. Pour dire, je suis quand même là. Voilà, j'étais là. Venez, les amis, avec une détermination, celle d'en finir avec ce gouvernement, d'en finir avec l'oppression, d'en finir avec l'exploitation, d'être là à leur côté pour faire retirer cette loi. Et plus encore, parce que même le retrait de cette loi, je l'ai dit, avant même qu'elle passe, il y a déjà plus de répression et il y a plus d'expulsions qui sont organisées. Donc organisez-vous, essayez de voir autour de vous les collectifs, tractez, allez voir les camarades du CSP, des Gilets Noirs, les camarades de Chronopost, etc. Prenez leur numéro de téléphone, dites-leur comment je peux t'aider demain matin, comment je peux t'aider après-demain, comment je peux venir dans ton piquet, comment on peut mettre de l'argent dans la caisse de grève. Faites tous des stories sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, etc. Parlez-en. Il faut absolument faire en sorte que la date centrale de la lutte contre la loi contre l'immigration, et pas la loi immigration, mais la loi contre l'immigration, que la date centrale qui soit retenue, c'est celle du 14.
c'est celle du 14. Ce n'est pas le 21. Le 21, c'est une autre date et on essaiera de faire en sorte qu'elle puisse aussi avoir plus de force, voire même la braquer, comme on dit, prendre la tête. Parce que c'est aux premiers concernés, aux Noirs et aux Arabes, à ceux qui souffrent, qui risquent de finir en centre de rétention, d'être devant. C'est pas à Jacques Toubon ou je ne sais quel député du Parti Socialiste de défiler devant. Mais on fera en sorte le 14 d'être là massivement et on demandera des comptes. À celui qui n'est pas là, gare à lui. À celui qui n'est pas là et qui viendra dans quelques années dire mais un bulletin, c'est etc. Fais attention à l'extrême droite. On lui rappellera que le 14 janvier 2024, il y avait une lutte pour la loi, pour en finir avec cette loi-là, et tu n'étais pas là. Merci les camarades.